Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des cas les plus célèbres et controversés de l'histoire de la psychologie, le cas de Shirley Mason. Shirley Ardell Mason, oui je sais c'est un peu long, est née le 25 janvier 1923 à Dodge Center, une petite ville du Minnesota. Elle va grandir dans une maison relativement modeste avec ses parents Walter et Matilda Mason. Son père, Walter, c'est un homme d'affaires respecté dans la communauté et vu qu'il est souvent occupé par son travail, il accorde une importance, on va dire, relative à sa fille. Bref, un père des plus respectables. Matilda, sa mère, quant à elle, elle est profondément religieuse, ce qui se reflète dans la manière dont elle élève Shirley. En tout cas, dans la manière dont elle voit la religion. Chaque journée est rythmée par des prières et Matilda insiste pour que sa fille suive une éducation religieuse très stricte. Matilda, elle impose des rituels stricts comme nettoyer chaque coin et recoin de manière obsessionnelle. En plus de ça, c'est une femme qui change souvent d'humeur sans raison apparente, qui va d'ailleurs être plus tard diagnostiquée schizophrène. Et le plus important, sinon vous connaissez, ça aurait été beaucoup trop beau, elle violente physiquement et sexuellement sa fille. Malgré ça, l'enfance de Shirley, elle semble ordinaire, enfin, vous en doutez de l'extérieur. Ses camarades de classe, ils la décrivent comme une enfant douce, bien qu'un peu distante, et qui préfère la compagnie des livres à celle des autres enfants. En 1954, Shirley, elle est âgée de 31 ans, et le truc c'est qu'elle commence à avoir des absences et des périodes de confusion. Et en plus de ça, elle va commencer à avoir des pertes de mémoire et un sentiment de dissociation. Ces symptômes, ils l'amènent à consulter plusieurs médecins, mais aucun ne parvient à comprendre ce qui se passe pleinement chez elle. C'est à ce moment-là qu'elle est orientée d'ailleurs vers le docteur Cornelia Wilbur, une psychanalyste basée à New York, spécialisée dans le traitement des troubles mentaux complexes. Ça a son importance, vous allez voir. Dès leur première rencontre, le docteur Wilbur perçoit rapidement quelque chose d'inhabituel chez Shirley. Elle remarque des changements de comportement soudains, des sautes d'humeur et surtout des pertes de mémoire fréquentes sur des événements même très récent, ce qui est assez inquiétant. Au fil des séances, une relation de confiance commence à se nouer entre Shirley et le docteur Wilbur. Le docteur utilise différentes techniques de thérapie, notamment l'hypnose, pour accéder aux souvenirs enfouis de Shirley afin de comprendre ce qui lui arrive. C'est lors de ces séances que le docteur Wilbur découvre ce qu'elle pense être la clé des troubles de sa patiente. Shirley semble avoir développé plusieurs identités distinctes, chacune avec ses propres souvenirs, ses propres comportements et ses propres traits de personnalité. En gros, le diagnostic de troubles dissociatifs de l'identité, connu à l'époque sous le nom de trouble de la personnalité multiple, est posé par le docteur Wilbur. Cette découverte est pour le moins surprenante, car à cette époque-là, le TDI est encore mal compris et peu reconnu par la communauté médicale. Shirley, sous l'influence de l'hypnose, révèle progressivement différentes personnalités, chacune ayant une origine et un rôle spécifique dans sa vie psychique. Et quand je dis différentes personnalités, on ne parle pas de 2 ou 3 personnalités, mais bien de 16, dont je vous mettrai les détails juste ici. Le travail du Dr Wilbur est de plus en plus intense. Elle cherche à comprendre les origines de ce morcellement de la personnalité chez Shirley. C'est dans ce contexte que des souvenirs traumatiques de l'enfance de Shirley commencent à émerger. Le Dr Wilbur est donc convaincu que ces souvenirs, bien que enfouis depuis de nombreuses années, sont la cause des troubles de Shirley. Parmi les identités de Shirley, certaines sont jeunes, presque enfantines, tandis que d'autres sont matures et adultes, ce qui représente différentes facettes de sa personnalité au final. Cette thérapie s'étend sur plusieurs années, avec des hauts, des bas, Shirley oscillant entre des moments de clarté, des périodes de dissociation profonde, etc. C'est durant cette période que l'idée de documenter cette thérapie émerge, un projet qui aboutira plus tard à la publication du livre Sibylle par l'auteur Flora Rheta Schreiber. Ce livre, qui se base largement sur les notes du Dr Wilbur et les séances enregistrées avec Shirley, raconte l'histoire d'une femme en proie à 16 personnalités distinctes. Il devient un succès instantané et va contribuer à populariser le trouble dissociatif de l'identité. L'impact de ce livre, il va bien au-delà du simple succès littéraire. Le livre Sibylle ne se contente pas de sensibiliser le public au TDI, il influence également la communauté médicale, ce qui jusque-là est très bien, hein, qu'on s'entende. Le truc, c'est que peu après la sortie du livre, on observe une augmentation significative des cas diagnostiqués de TDI, principalement aux États-Unis. Ce phénomène, souvent qualifié de syndrome de Sibylle, suscite un débat intense parmi les professionnels de la santé mentale. Car d'un coup, énormément de monde vient se faire suivre en disant, avant même
tout diagnostic avoir un TDI. En gros, certains experts se demandent si certains patients ne commencent pas à présenter des symptômes du TDI parce qu'ils en ont entendu parler plutôt que parce qu'ils en souffrent réellement. Sauf qu'à mesure que la popularité de Sibylle grandit, certains psychologues et psychiatres commencent à émettre des doutes sur l'authenticité du cas de Sibylle. Ils soulignent que les méthodes employées par le docteur Wilber, notamment l'hypnose, pourraient avoir induit ou exacerbé les symptômes de Shirley plutôt que de les révéler réellement. Ces critiques suggèrent que le TDI pourrait être, dans certains cas, une construction thérapeutique plutôt qu'une véritable pathologie. En tout cas, c'est ce que pensent certains médecins à ce moment-là. D'ailleurs, plusieurs médecins vont voir et analyser Shirley pendant que le docteur Wilber est en vacances et ils vont estimer que Wilber manipule Shirley pour qu'elle se comporte comme si elle avait des personnalités multiples, alors c'est pas forcément le cas en réalité. Ils soupçonnent donc le docteur Wilber d'avoir rendu public le cas pour en tirer un profit financier. Mais comment elle ferait pour manipuler Shirley alors? Certains experts suggèrent que l'hypnose combinée à la suggestion aurait pu induire des souvenirs ou même créer de nouvelles personnalités chez Shirley, plutôt que de révéler des identités préexistantes. Un autre point de discorde est la nature du diagnostic de TDI. À l'époque de la thérapie de Shirley, ce trouble il était encore mal compris et largement méconnu, comme je vous ai dit. Le TDI n'était pas officiellement reconnu dans les manuels de diagnostic psychiatrique et beaucoup de psychiatres étaient sceptiques quant à son existence. Certains avancent que le docteur Wilber, passionné par ce cas unique, aurait pu voir ce qu'elle voulait voir, à savoir un cas exceptionnel de TDI qui pourrait révolutionner la compréhension des troubles de la personnalité. Les doutes sur l'authenticité du cas de Sibylle prennent une nouvelle ampleur dans les années 1990 lorsque des documents privés de Shirley et des correspondances entre elle et le docteur Wilber sont rendus publics. Ces documents y révèlent que Shirley, elle-même, a parfois exprimé des doutes sur la véracité de ses propres souvenirs et de ses personnalités. Dans certaines lettres, elle avoue au docteur Wilber qu'elle a inventé certaines personnalités pour satisfaire ce que, selon elle, Wilber attendait de la thérapie. Cela soulève une question cruciale, jusqu'à quel point le cas de Sibylle a-t-il été influencé par les attentes de sa thérapeute? Cette révélation a conduit certaines critiques à conclure que l'histoire de Sibylle était en grande partie une supercherie. Une construction née d'une relation thérapeutique complexe où la patiente, sous pression, aurait créé des personnalités multiples pour répondre aux attentes implicites de son médecin. Cette théorie est renforcée par le fait que, après la mort de Shirley, certains de ses amis et proches ont déclaré n'avoir jamais observé chez elle les comportements extrêmes décrits dans le livre et les séances de thérapie. Toutefois, il est important de noter que cette controverse ne fait pas l'unanimité. De nombreux professionnels de la santé mentale continuent de croire que le cas de Sibylle était authentique. Même s'il a pu être exacerbé par les méthodes employées, ils soutiennent que Shirley souffrait effectivement d'un trouble dissociatif sévère et que les personnalités multiples observées pendant la thérapie étaient une manifestation de ce trouble, qu'elles aient été influencées ou non par la suggestion. Alors en conclusion, est-ce que c'est une supercherie ou une réalité ce cas-là? En fait aujourd'hui on n'en sait pas plus. On n'a pas plus de nouvelles que ça. Et ça s'est arrêté là. Certains pensent que oui, c'est une supercherie. D'autres pensent que non, c'est la pure réalité. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissiez cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si la vidéo vous a plu, quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous!